Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Charles et la CICHAC de m'avoir donné cette opportunité pour présenter un petit peu mes travaux de recherche. J'ai entrepris des recherches sur les CISA depuis mes études en master. Donc, je poursuis et j'approfondis ces recherches et je m'oriente davantage sur les questions de transfert culturel et d'histoire de l'art CISA. Alors, durant leur existence, les Tangoutes ont incontestablement établi des liens très étroits avec l'Empire chinois, notamment avec les dynasties Tang et Song du Nord. Mais en combinant l'étude des vestiges archéologiques avec l'analyse des sources historiques écrites et les recherches iconographiques, il apparaît que le lien entre les Tangoutes et son voisin était beaucoup plus complexe que souvent présenté et qu'il est loin aussi d'être exclusif. Les Tangoutes entretenaient évidemment des relations suivies avec leurs autres voisins de la région et échangeaient abondamment avec les peuples d'origine très diverses qui traversaient leur territoire. Donc, nous allons d'abord passer un petit peu en revue ce que les sources historiques chinoises nous disent des Tangoutes et de leurs relations avec leurs voisins. Et ensuite, nous allons nous pencher sur quelques preuves archéologiques qui mettent en avant des singularités funéraires dans l'architecture tangoute. Et puis enfin, nous terminerons avec une petite analyse stylistique de quelques œuvres de Karakoto. Alors, les documents historiques chinois sont presque notre seule source dans la reconstitution d'une lignée historique pour les Tangoutes, puisque les sources alternatives sont rares. Par conséquent, lorsqu'on tente de raconter l'histoire des Tangoutes, il faut garder à l'esprit que notre vision tente à être assujettie au point de vue de la Chine et qui pourrait, dans le procédé, surévaluer son propre rôle. Alors, l'existence des Tangoutes est mentionnée dès la dynastie Tang dans les documents historiques chinois. Selon le Jiu Tangshu, les Tangoutes étaient un peuple nomade d'éleveurs qui se déplaçait le long des pâturages de l'actuel nord-ouest de la Chine, aux frontières du Sichuan, dans les actuelles provinces du Qinghai, du Gansu et du Ningxia, donc en dehors de l'Empire chinois. Le destin des Tangoutes est en effet envisagé comme l'un des peuples périphériques nomades dont l'histoire tourne autour de l'Empire chinois. Sous la dynastie Sui, une alliance avec les Tuyurun a donné aux Tangoutes la capacité de lancer des incursions dans l'Empire chinois. Ils réussissent ainsi à étendre leur territoire avant d'accepter l'autorité des Tang en 631. En conséquence, le chef de tribu Tangoute Tuobat Chitsi a été nommé préfet de 5 départements et l'empereur Tang, Taizong, lui donne même le nom de famille Li, qui est celui des empereurs Tang. Au milieu de la dynastie Tang, sentant la pression des Tibétains qui progressaient au nord et à l'est, Tuobat Chitsi demande à l'empereur Tang le droit de déplacer son peuple à l'intérieur des frontières chinoises. Et c'est ainsi qu'il s'installe définitivement autour de Yunchuan dans l'actuelle province du Ningxia. Alors, cette installation a considérablement transformé la vie des Tangoutes. Ils acquièrent de nouvelles connaissances et compétences, notamment en matière d'agriculture, d'artisanat. Ils développent le commerce avec tous les peuples de la région et s'intègrent davantage au monde chinois. Les chevaux qu'ils élevaient, par exemple, acquièrent très vite une réputation en Asie intérieure et deviennent une monnaie d'échange précieuse. Cette prospérité croissante finit par être aperçue comme une menace par le pouvoir impérial chinois qui décide alors d'imposer aux Tangoutes de nombreuses restrictions commerciales. Il en résulte des conflits et des batailles qui finissent par obliger les Tang à adopter une politique plus accommodante. Ils enlèvent la plupart des restrictions, sauf celles concernant les armes, et les relations entre les deux peuples s'améliorent au point qu'en 881, les Tangoutes aident même les Chinois à réprimer des révoltes paysannes et en retour, ils reçoivent honneurs et récompenses. Pendant les 5 dynasties, les Tangoutes restent des vassaux sous protection, mais jouissent de facto d'une autorité autonome croissante. C'est à cette époque-là qu'ils commencent à développer leur administration et mettent en place leur propre système de taxation. Au début de la dynastie des Song du Nord, le chef Tangoute Li Titian doit faire face à des luttes de pouvoir internes de la part d'autres chefs de clan.
Et cela l'incite à prêter allégeance aux Khitans et même à conclure un mariage avec une princesse Khitan. En 986, il obtient ainsi une aide militaire indispensable qui assure sa domination, non seulement au sein de ses clans, mais également lui permettre d'avoir des visions un peu plus conquérantes. Et il établit donc des bases administratives également, et ces réformes vont paver, disons, la voie à ses descendants pour finaliser la création d'un empire. Pour tenter de l'amadouer, l'empereur Song Taizong offre à Litian le nom de famille Zhao, qui est le nom de famille des empereurs de la dynastie des Song du Nord, ainsi que des titres et des fonctions, mais ça ne donne aucun résultat. En 1002, Li Tian conquiert la ville Song de Lingzhou, actuellement Lingwu dans le Ningxia. En 1020, son fils Deming s'installe à Xingzhou, donc Yinchuan aujourd'hui, et grâce à une trêve signée avec les Song, accroît la prospérité de son peuple. En 1032, Yuan Hao, qui est le fils de Deming, cette fois-ci, abandonne le nom de famille chinois Zhao, conféré par les empereurs Song, et se choisit un nouveau nom, Wei Ming. Et en outre, il se fait appeler Wuzu, qui veut dire en langue tangoute, fils du ciel. Il entame ainsi symboliquement les préparatifs de la création d'un empire. Donc, sur cette diapo, vous voyez le territoire de l'Empire sicilien en 1111, juste après la conquête de Dunhuang. Donc, il s'agit du territoire le plus grand qu'est connu l'Empire sicilien. Alors, Yuan Hao va faire de Yinchuan, la capitale de son royaume, donc Yinchuan ici, et il y fait construire des palais, des temples, il développe les premières institutions et administrations importantes sur le modèle des Tang et des Song. En 1036, il travaille à la création d'une écriture sicya dans laquelle tous les documents officiels doivent être enregistrés. Il introduit également un code vestimentaire avec différentes couleurs pour distinguer les classes sociales. Il ordonne à la population d'adopter une nouvelle coiffure, par exemple, standardisée. Et fait intéressant, il réintroduit les rites tangoutes dans un système rituel qui commençait à être sinisé. En 1038, après 6 années de réformes dans tous les domaines, pendant lesquelles Yuan Hao est déjà appelé empereur, il estime que les conditions sont réunies pour proclamer au monde la fondation de l'empire Taxia, qui sera nommé Sicya par les Chinois. Ici, vous avez l'empire Taxia écrit en tangoute. Et 11 empereurs donc, vont se succéder pour régner sur cet empire pendant 189 ans. L'empire sicya accroît sa richesse, étend son territoire et développe sa culture de manière significative au cours du XIe et du XIIe siècle, marqué par 2 longs règnes qui correspondent à l'apogée de l'empire sicya, celui de Tianshun, de l'empereur Tianshun, et celui de l'empereur Zhenxiao, qui, donc, Tianshun a introduit l'étude du confucianisme, Zheng Xiao a promu les arts, établi les examens impériaux et remodelé le système judiciaire. Les 2 empereurs étaient des admirateurs de la culture chinoise et de fervents bouddhistes. Au cours de cette période, donc, l'empire jouit d'une grande stabilité et d'une prospérité économique. Cependant, dès le début du XIIIe siècle, l'armée mongole lance des attaques répétées contre les Sicya, les affaiblissant considérablement. Pire encore, soucieux de leur propre sécurité, les Dinh ne sont pas en mesure d'apporter l'aide que les Sicya leur demandent à plusieurs reprises, rompant ainsi leur alliance stratégique. 5 empereurs se succèdent alors en 20 ans, sans parvenir à redresser une situation qui semble désespérée. En 1227, la capitale est assiégée. Un tremblement de terre vient en plus s'ajouter au ravage des combats. L'empereur des Sicya, Li-Xian, propose la reddition et demande la vie sauve pour son peuple, ce que Gengis Khan accepte. Cependant, ce dernier ordonne sur son lit de mort d'anéantir tous les Sicya. Alors, les chroniques chinoises dressent ainsi un portrait d'un peuple dont l'histoire est profondément liée à la Chine, que ce soit ses relations avec les différentes dynasties chinoises, que sa destruction finalement par un ennemi commun à la Chine.
mais sans pour autant nier les liens avec d'autres États périphériques, par exemple les Toulouren, les Khitans, etc., ni ses efforts pour conserver certaines traditions ancestrales et nourrir des singularités, une nouvelle écriture, des coutumes originales, etc. Par ailleurs, l'interprétation de ces écrits permet de souligner la complexité des liens des Tangut avec les différents peuples voisins. Alors, un fait marquant est l'hétérogénéité de la population du Nouvel Empire, composée principalement d'Ouïghours, de Tibétains, de Khitans, de Chinois et de Tangut, qui étaient toutes des ethnies présentes dans la région. En outre, le territoire du Sissia de l'Empire était continuellement traversé par des voyageurs d'origines diverses, marchands, caravaniers, moines, nomades, pèlerins, etc., qui se livraient à de nombreuses activités, aussi bien commerciales, culturelles que spirituelles. Alors, cette position stratégique également du territoire Sissia permettait aux Tangut de contrôler le commerce entre l'Empire chinois et l'Asie centrale, ainsi que le commerce entre la Mongolie, le Gansu, le Qinghai et le Tibet. Ce mélange de populations et de cultures extrêmement hétérogènes sera déterminant pour la naissance et le développement d'une véritable idiosyncrasie sissia. Une autre caractéristique importante qui mêle diverses influences était bien sûr le rôle du bouddhisme. Lorsque les Sissia ont fondé leur empire, le bouddhisme était déjà bien établi en Asie centrale depuis un millier d'années. Le bouddhisme avait été introduit en Asie centrale à partir de l'Inde et avait connu une évolution importante et continue dans les rituels, la doctrine et les conventions artistiques. Le territoire où les Tangut se sont installés avait été converti au bouddhisme bien avant leur arrivée. C'est aussi un territoire entouré de sites bouddhiques majeurs. Par exemple, à l'ouest, nous avons bien sûr les grottes de Moagao près de Dunhuang qui se retrouvent maintenant sous contrôle Sissia. À l'est, il y a le complexe monastique de Wutaishan, qui est un site bouddhique majeur pour les Chinois, mais vous allez voir, il est également extrêmement important pour les Tangut. À l'est, on a le complexe monastique plus au sud, par exemple, entre Lanzhou et Xi'an, nous avons les grottes de Maidishan, ici, là où il y a la petite étoile, et puis à l'est, à l'ouest, pardon, ça y est, à l'ouest, on a le Tibet qui s'étend, bien sûr, bouddhiste, qui s'étend. La Chine donc, avait absorbé les traditions bouddhistes de l'Inde et de l'Asie centrale grâce aux pèlerins, aux artistes et aux moines, et qui voyageaient entre ces régions et apportaient avec eux des textes sacrés, des œuvres artistiques et des techniques de peinture. Lorsque le Tibet a pris le contrôle de Dunhuang et de l'Asie centrale au 7e siècle, ces artistes ont apporté leur contribution aux œuvres de Dunhuang, puis de Turfan. À la fin du 9e siècle, Khotan est devenu le principal centre à partir duquel les textes bouddhiques et les modèles iconographiques étaient envoyés en Chine et au Tibet. De fait, le territoire Tangut se trouvait au cœur d'une circulation constante de connaissances transitant d'un point à un autre et bénéficiaient de nombreux travailleurs qui apportaient leur talent d'enseignants et de traducteurs. Alors, l'empereur fondateur de l'empire Sissia, qui est Yuan Hao, a été initié au bouddhisme dès son enfance par sa mère et n'a cessé de demander aux Chinois de visiter le Wutaishan ou d'obtenir des canons bouddhiques. Il entreprend de faire traduire d'ailleurs le canon en Tangut, ce qui a été réalisé en 1072, et a fait du bouddhisme la religion d'État. Après la conquête de Dunhuang et de sa région, les Tangut, évidemment, ont commandé de nombreuses peintures murales dans les grottes des temples de Mogao et de Yulin. Les empereurs Tangut ont aussi invité des moines tibétains à visiter et à s'installer dans l'Empire, établissant des temples et des centres d'études. Le tibétologue russe Georges de Rorich a même mentionné un Tangut qui a passé 20 ans à étudier en Inde et est devenu l'un des meilleurs traducteurs du sanskrit en tibétain. Il est donc grossièrement superficiel de prétendre que les souverains Tangut ont adopté le bouddhisme pour imiter les empereurs chinois. Au contraire, les preuves suggèrent fortement que le peuple Tangut s'est développé
dans un réseau complexe d'influences bouddhistes auquel il a contribué après que son élite ait adopté cette nouvelle religion. En termes de politique étrangère, on peut difficilement affirmer que l'histoire des Tangut ne tournait qu'autour de la Chine. C'est par exemple à cause des attaques tibétaines qui se sont rapprochées des territoires qui allaient devenir la terre de leur empire et ont cherché la protection des Tang. Cependant, face aux luttes internes, les Titianes, par exemple, s'est tourné vers les Khitans pour chercher de l'aide et non vers l'empereur chinois. Après l'indépendance, les relations avec les Khitans, les Song du Nord et les Jin voisins ont fluctué au gré des guerres et des trêves. Les Siciliens considéraient généralement les Khitans comme des alliés, des partenaires dans la lutte contre les Chinois, mais en fait, ils étaient également pragmatiques, c'est-à-dire que lorsque les Tangut devaient alors, ils considéraient en général les Khitans comme des alliés, donc des partenaires dans la lutte contre les Song. Et en effet, il semblait croire que le principal obstacle à la grandeur du nouvel empire était les Chinois et non les autres États voisins. Et que pour affirmer leur autorité, les Tangut devaient choisir les Liao et les Jin contre les Chinois. Cependant, le pragmatisme semblait être la véritable ligne directrice. Par exemple, c'est avec l'aide de la cour Liao que l'empereur Tianshun a pu reprendre le pouvoir, alors que les Jin ont soumis les Liao. Tianshun leur prête allégeance, ce qui lui a permis de consolider et même d'étendre son empire. Donc, on va quand même avec ceux qui sont plus forts et les plus forts du moment, parce que c'est mieux. Il apparaît donc que la Chine a été un acteur clé de l'histoire diplomatique des Tangut, mais que de nombreux autres peuples sont intervenus dans une équation complexe. Et en fait, l'ultime guerre que les Tangut allaient livrer était non pas contre les Chinois, mais contre les Mongols. L'analyse des chroniques historiques chinoises montre clairement que les Tangut ont reçu de multiples influences et ont eu de nombreux échanges avec d'autres peuples et cultures, pas exclusivement avec les Chinois. Cependant, en l'absence d'autres preuves que les textes écrits, l'influence chinoise a souvent été considérée comme dominante, écrasante ou même déterminante, en particulier par les chercheurs chinois qui s'appuient sur des sources chinoises. L'étude des témoignages archéologiques, donc des sites funéraires, ainsi que du style stylistique des peintures de Karakoto que nous allons voir tout à l'heure, peut au contraire nous aider à mesurer plus précisément l'ampleur de l'influence chinoise sur les Tangut, ainsi que l'importance des autres influences et de l'autonomie des Tangut. Alors, nous allons examiner quelques preuves archéologiques à travers l'étude de quelques caractéristiques du cimetière impérial Sissia. Donc, il s'agit d'un cimetière qui se trouve à l'ouest de Yinchuan, à une vingtaine de kilomètres, qui se situe ici. Sur cette carte, vous avez tous les sites, tous les vestiges funéraires Sissia importants sur lesquels j'ai travaillé, donc de manière un peu exhaustive, parce que de toute façon, il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc, vous les avez tous sur cette carte. Et le cimetière impérial se trouve donc au pied des monts Helan, à l'ouest de la ville de Yinchuan. Alors, il s'agit d'une vaste zone de 50 km² contenant 9 tombes qui ont été identifiées comme appartenant aux empereurs Sissia, avec une 200aine de tombes d'accompagnement. Alors, on voit sur ce plan à gauche l'emplacement des 9 tombes, donc marquées de L1 à L9 ici, sur cette vaste surface, donc qu'on peut voir sur cette photo satellite. Et on voit par exemple 2 tombes ici, et les autres ne sont pas très visibles. On en voit une ici également. Il s'agit donc d'un ensemble de tombes qui s'inspirent d'un même modèle archétypal. Chaque tombe impériale est enfermée dans un parc funéraire bordé de murs, comme une cité. Cette enceinte principale comporte également
4 entrées qui évoquent les portes d'une ville. Il y a une enceinte extérieure, parfois, qui clôture l'ensemble du complexe, soit totalement, soit partiellement. Chaque complexe funéraire comporte une vingtaine de bâtiments, comme vous pouvez voir sur ces photos, aux fonctions et usages différents, dont une construction monumentale servant de tumulus, que vous pouvez voir ici. Donc, il s'agit de la photo représentant deux tombes, les tombes numéro 1 et numéro 2, qui sont quasiment identiques, ce qui n'est pas le cas des autres tombes. Alors, cette première impression générale a incité de nombreux spécialistes à conclure que ces tombes ont été construites selon un modèle emprunté aux Chinois. Il s'appuie en effet largement sur une citation d'un auteur de la dynastie Ming qui s'appelle Hu Zhuli, selon laquelle donc le cimetière a été conçu en imitant le mausolée Song de Gongxian. Donc ça, c'est une citation de Hu Zhuli. Et donc le mausolée Song de Gongxian, ce sont les tombes des empereurs Song. Alors cette affirmation a été faite quand même plus de 200 ans après la chute de l'Empire Silla, sans aucune démonstration ni argument. Et elle continue à alimenter l'idée encore aujourd'hui que les Tangout étaient de simples imitateurs de la culture chinoise, qui copiaient tout de la Chine, de l'administration aux pratiques religieuses, en passant par l'architecture et les rituels. L'étude détaillée du cimetière impérial m'a permis de contester, de réfuter spécifiquement cette assertion dans un article publié en 2011. Et en effet, il est vrai que certaines caractéristiques des tombes impériales Silla rappellent l'architecture funéraire impériale des Song, notamment l'orientation, le plan en forme de ville, la présence d'un tumulus et certaines constructions comme les tours de porte et d'angle. Mais la disposition, le plan des tombes Song sont standardisés. Le même modèle est appliqué pour chaque empereur, ce qui n'est pas le cas des tombes impériales Silla, dont l'architecture est beaucoup plus variée. Le plan des tombes Song semble également plus simple, puisque l'absence d'enceinte extérieure contribue de manière assez décisive à une impression de simplicité. Ici, sur cette diapo, vous voyez différents types des tombes impériales avec des enceintes différentes, que ce soit enceinte intérieure ou enceinte extérieure, avec une enceinte secondaire accolée à l'enceinte principale. Et l'enceinte même extérieure varie, parfois elle est complète, parfois elle est partielle. Et lorsque l'enceinte extérieure n'existe pas, quand dans le type A, on peut marquer même symboliquement en fait des coins en dehors de l'enceinte principale. On ne donc peut pas vraiment prétendre que les Silla aient emprunté au son un principe de symétrie. Il semble même au contraire qu'il y a une rupture délibérée de la symétrie au cœur de la conception architecturale. Donc on va voir cette question de décalage tout de suite. Par exemple, sur ce relevé d'une tombe, par exemple, attendez, j'ai un petit problème, de l'empereur Song, voilà, de l'empereur Song Taizong, par exemple, on voit que il n'y a pas d'enceinte extérieure. Il y a une allée des âmes bordée de statues qui mène à l'entrée d'une enceinte. Et au centre de l'enceinte, se trouve un tumulus, mais il n'y a pas de divers bâtiments, surtout pas une vingtaine de bâtiments divers. Il n'y a pas d'enceinte extérieure également, donc c'est un plan qui est beaucoup plus simple. Alors, chaque tombe impériale Silla compte environ donc 20 constructions qu'on peut regrouper en 10 types principaux. Tout au sud se trouvent des tours appelées Tuetai, qui sont placés symétriquement de part et d'autre de l'axe médian. Ces édifices évoquent des tours de garde. Ensuite, numéro 2 représente des tours Tuetai, des constructions qui abritaient des stèles. Donc, on les appelle aussi pavillons des stèles. Ces pavillons sont construits soit par paire, soit par 3. Ici, il y en a 3, 2 d'un côté et 1 de l'autre. Il y a des socles de stèles carrées décorés d'un relief de personnages primitifs à genoux qui soutiennent les stèles à l'intérieur de ces pavillons.
Une petite enceinte numéro 3, secondaire, est accolée à une grande enceinte qui est l'enceinte principale, numéro 4, donc cette enceinte-là. Et à l'intérieur de cette enceinte, donc en numéro 5, pardon, aux angles de cette enceinte principale se trouvent des tours d'angle et il y a des portes avec des tours de porte qui sont percées aux 4 côtés de l'enceinte principale, numéro 6. Le numéro 7, donc, en entrant dans l'enceinte principale, on découvre un bâtiment qui est en fait un hall de cérémonie. De ce hall de cérémonie, il y a un tertre longiligne, un peu en forme de dos de poisson, qui s'avance vers le nord et ce tertre marque… Voilà, parfait. Ce tertre marque en surface l'emplacement de la rampe d'accès qui mène vers la tombe. Donc, au numéro 9, il y a un monument funéraire qui se dresse dans la partie, vous voyez sur ce plan, nord-ouest de l'enceinte principale, légèrement au nord donc, de ce tertre. Et il s'agit d'un monument qui n'est absolument pas placé au centre de l'enceinte. Alors, même en ruine, la structure interne atteint encore souvent 20 mètres de hauteur, donc il s'agit d'une construction monumentale. Elle ressemble à une pyramide haute au contour arrondi et de plan octogonal, sauf pour la tombe numéro 3, dont le monument est de plan circulaire. Elle comporte plusieurs niveaux et la chambre funéraire est généralement située sous terre, 10 mètres devant le monument. On verra ça tout de suite. Et enfin, parfois, l'ensemble des constructions est entouré d'une enceinte extérieure. Celle-ci possède également des tours d'angle extérieures, par exemple, mais pas nécessairement situées, comme vous pouvez le voir sur le plan, aux angles de l'enceinte, puisqu'ici, les deux tours d'angle du sud sont situées à un tiers des côtés est et ouest en partant du sud, ce qui est assez étrange. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'enceinte extérieure, les tours d'angle sont néanmoins présentes à l'extérieur, comme on a vu rapidement avec le petit plan avant, délimitant donc le périmètre en fait de la tombe. Pour les tombes numéro 1 et numéro 2, il existe une toute petite construction très modeste située au centre de l'enceinte intérieure qu'on va appeler petit édifice central, mais ici, il n'est présent que dans les tombes numéro 1 et numéro 2, qui sont sans doute des tombes construites de manière posthume après la mort du père et du grand-père de Yuan Hao. Et ce petit édifice disparaît et le centre des autres tombes impériales va devenir vide sans rien contenir. Alors, donc, voilà, ici, vous voyez d'autres plans de tombes impériales avec des enceintes différentes, avec soit complètes, soit partielles. Alors, la sépulture elle-même est composée donc de 3 chambres, 3 chambres funéraires, une chambre principale et 2 chambres annexes à l'ouest et à l'est, et une rampe permet de descendre jusqu'aux chambres en traversant un corridor. Il est indéniable que, de fait, les Song comme les Xixia se sont inspirés des Tang, dont les réalisations dans le domaine de l'architecture ont rayonné bien au-delà des frontières de la Chine et sont devenus des modèles établis pour les Song et les dynasties suivantes, mais aussi pour d'autres civilisations. Mais les similitudes s'arrêtent là lorsqu'on découvre plus de détails, tant en surface qu'en termes d'architecture et artistique, que sous terre, avec une résonance dans ce cas-là plus symbolique. Alors, un élément frappant présent dans toutes les tombes impériales donc, est ce monument funéraire qui est une construction massive. Une caractéristique très particulière est que ce monument ainsi que la chambre funéraire souterraine ne sont pas situés au centre de l'enceinte, mais dans le cadran nord-ouest. Ici, vous voyez, voilà, donc le monument est situé ici, comme pour toutes les tombes. Alors, cette caractéristique est également présente
que j'ai relevée dans un autre cimetière Tangut à Miningtun, plus au sud de la ville de Yinchuan, qui abritait en fait des tombes de membres de l'aristocratie Tangut. Le tumulus de ces tombes, qui ressemble à une crêpe un peu épaisse, était également situé dans le cadran nord-ouest de l'enceinte. Voilà, et il s'agit d'un cimetière dont les tombes datent de légèrement avant et pendant la constitution de l'Empire scythien. Donc, il s'agit d'une particularité qui était présente chez les Tangut et qui n'avait pas rien à voir avec les influences subies à partir après la création de l'Empire. Alors, cette bizarrerie introduit dans le plan une dissymétrie très singulière par rapport à la disposition traditionnelle des tombes en Chine, où les bâtiments importants, notamment la tombe ou le tumulus funéraire, sont toujours placés au centre d'une enceinte. Elle rompt également avec le principe de symétrie si présent dans l'architecture chinoise en général. Alors, on retrouve cette singularité à plusieurs reprises dans l'organisation architecturale des tombes Tangut. En surface, par exemple, on a vu les tombes peuvent être accompagnées de 3 pavillons de stèles et non pas de 2, donc avec un seul placé d'un côté et 2 de l'autre de manière absolument pas symétrique. Alors, un autre décalage important est observé concernant l'emplacement des chambres funéraires souterraines. Alors, la seule tombe impériale fouillée, et qui est celle, donc, qui est la numéro 6, nous a permis de montrer que la chambre funéraire qui est ici n'est absolument pas située verticalement juste sous le monument funéraire, mais à une dizaine de mètres au sud. Il s'agit donc d'une caractéristique tout à fait unique qui n'a pas été trouvée dans les traditions funéraires en Chine, ni dans sa périphérie. Alors, ces décalages sont évidemment difficiles à expliquer. Le fait qu'ils se trouvent également sous terre, c'est-à-dire dans un endroit caché du regard, suggère que leur but premier n'est pas esthétique, mais sans doute symbolique. Le monument funéraire lui-même est vraiment également unique. Il est très loin des tumuli Tang et Song, tant par sa forme que par sa conception. Il est construit avec un corps solide en terre battue, reposant sur une plateforme en briques. Il est couvert de tuiles richement décorées par des avant-toits et des toits pour chacun des niveaux. C'est un bâtiment beaucoup plus sophistiqué que les tumuli des empereurs chinois. Ici, vous pouvez voir certains des éléments d'ornement trouvés au pied donc, des pagodes funéraires. Et donc, c'était des monuments massifs, mais également décorés très soigneusement, de manière très sophistiquée, avec des matériaux assez luxueux. Les empereurs Tang et Song utilisaient donc soit un monticule naturel, genre une petite colline, soit une sorte de pyramide tronquée au sommet avec des gradins parfois, comme tumuli pour leur tombe. Nous avons de bonnes raisons de penser que ces monuments étaient construits comme des pagodes, mais avec un corps de terre-plein, bien qu'un tumulus en forme de pagode n'ait jamais été observé en contexte funéraire en Chine, ni dans aucun des États voisins d'ailleurs. En effet, le plan du monument est octogonal pour 8 des 9 tombes, ce qui évoque certaines pagodes chinoises. Selon Madame Pirazzoli, la pagode chinoise a une double origine, chinoise et indienne. La pagode de type Qing en Chine, donc de la dynastie Han par exemple, et le stupa de l'Inde, ont tous deux contribué à son émergence. Sa forme a bien sûr évolué, passant du suivi d'un plan le plus souvent carré, avant la dynastie Tang, à un plan octogonal, qui apparaît dès le VIe siècle, comme par exemple la pagode du monastère de Songyue. Mais c'est au Xe siècle que le plan octogonal se développe véritablement dans la Chine des Song du Nord et dans l'Empire Khitan. La forme octogonale revêt bien sûr une signification bouddhique, le chiffre 8 ayant une valeur symbolique liée à la mort de Bouddha lui-même, et cela explique pourquoi le chiffre ainsi que la forme octogonale sont régulièrement présents dans l'iconographie et l'architecture après le Xe siècle. Alors, après des recherches approfondies sur l'architecture tangoute et chinoise, il me semble que le monument funéraire Tangut emprunte ses caractéristiques de base à la pagode chinoise, mais avec des modifications apportées par les Tangoutes eux-mêmes. Ils ont rendu le corps beaucoup plus grand,
plein et donc pas creux, en ajoutant des décorations sophistiquées et fabriquées, donc décorations fabriquées avec des matériaux coûteux. Le plan octogonal découle davantage d'un impératif bouddhique et sert à établir visuellement la destination religieuse du monument lui-même. Alors, l'utilisation directe de la forme octogonale dans un contexte funéraire est assez rare. L'exemple le plus connu nous vient des Khitans. De 1050 à 1125, les tombes impériales des empereurs Liao ont montré un changement dans les chambres funéraires de forme circulaire en chambre octogonale. La majorité des tentes en bois qui contenaient les restes des défunts dans les chambres avaient également une forme octogonale. Donc, ça, c'est parce que le chiffre 8 a une signification particulière pour les Khitans, car selon leur mythe d'origine, ils seraient les descendants de 8 fils d'un mystérieux Kagan et de sa femme, et cela explique pourquoi les Khitans sont divisés en 8 tribus. Dieter Kuhn considère le plan octogonal comme un hommage à la salle octogonale dans laquelle les Khitans avaient l'habitude de célébrer la naissance du fils des empereurs. Au moment où la forme octogonale envahissait de manière significative l'architecture funéraire impériale et aristocratique des Liao, le bouddhisme avait approfondi ses racines dans l'Empire khitan, ce qui suggère que la forme octogonale avait probablement une double signification symbolique pour les Khitans. Le choix des Tangut de construire un monument aussi distinctif que ce tumulus exprime donc plusieurs influences et souhaits. Premièrement, des emprunts architecturaux à la Chine, avec la connaissance des traités d'architecture majeurs chinois, des techniques de construction et des styles en vogue. Ça veut dire aussi qu'il y a des impératifs religieux issus du bouddhisme qui ont été développés sur le territoire tangoute par des moines voyageurs avec un travail considérable de traduction des canons en utilisant diverses versions en chinois, tibétain, ouïghour, etc. Et il s'agit très probablement également d'une forme d'échange avec les Khitans, avec lesquels ils avaient développé des liens étroits dès le Xe siècle, bien que cette utilisation de la forme octogonale dans le contexte funéraire puisse aussi être une révolution architecturale simultanée des Tangut et des Khitans, à une époque où la famille impériale et l'aristocratie des deux empires accordaient au bouddhisme le plus haut niveau de dévotion. Alors, parmi les éléments de décoration, il y a en particulier ces représentations de Kalavinka, créature mi-homme, mi-oiseau, qui servait d'ornement de toiture. Ce qui est étrange, c'est que ces statuettes ont été découvertes uniquement sur le site de la tombe impériale numéro 3. Et le nombre important de statuettes surprend pour cette tombe, puisqu'il y en a au moins 80 qui ont pu être reconstituées à partir de fragments, sachant qu'il y en avait beaucoup plus, puisqu'il y en a beaucoup qui sont abîmés. Alors, la recherche iconographique et comparative a montré que ces statuettes de la tombe numéro 3 présentent un certain nombre de points communs avec l'art de Dunhuang, l'art bouddhiste des Song et des Tang, l'art funéraire Liao et Sogdien, ou même l'art architectural Song, mais aussi avec l'art indien et l'art tangut de Karakoto. Il y a divers éléments, notamment des représentations de Kalavinka à Dunhuang, par exemple, qui semblent confirmer que les créatures du cimetière impérial sont bien des Tiala Pinga, comme on dit en Chine. Et il y aurait une diffusion de ce personnage hybride d'homme-oiseau dans l'art funéraire bouddhique et l'architecture Song. Mais cette hypothèse est fragilisée par la grande confusion qui règne donc dans l'identification de ces créatures, tant d'un point de vue sémantique qu'iconographique, parce que les termes Garuda, Kinara, Apsara et Kalavinka, au sens artistique chinois, sont ainsi utilisés souvent de manière assez interchangeable. De même, au-delà des statuettes qui nous occupent, on a régulièrement du mal à savoir quel type d'homme-oiseau est représenté. Une chose demeure cependant, il existe bien un motif récurrent dans les représentations liées à Amitabha ou à la terre pure, qui est proche des statuettes du cimetière impérial. Ici, nous avons un fragment de peinture murale de Karakoto et sur la droite, on voit un
donc ce personnage hybride, cette créature hybride, homme ou oiseau, qui est sans doute danseur et danseuse également. Sur ce tanka également de Karakoto, on a une représentation de la terre pure d'Amitabha, et dans le coin gauche ici, que j'ai agrandi là sur la droite, et on voit toujours cette créature hybride, mais cette fois-ci avec 2 têtes même, avec la même posture que les statuettes qu'on a retrouvées sur la tombe numéro 3. Alors, la représentation massive et assez unique de ce motif dans la tombe numéro 3 peut provenir d'une préférence personnelle. Ça s'ajoute en effet à un ensemble d'éléments intrigants concernant cette tombe. Par exemple, il s'agit de la seule tombe impériale dont la pagode funéraire est de plan circulaire et non octogonal. Elle est aussi la seule qui ne possède pas un hall de cérémonie dont la base est rectangulaire. Sa base est de plan octogonal cette fois-ci. Donc, non seulement la base est octogonale, mais la base supporte un bâtiment de plan circulaire. Donc, tout ça est très différent des autres tombes. En l'état actuel des fouilles, il s'agit également de la seule tombe impériale dont les stèles possèdent uniquement des inscriptions en sicien et non en chinois. L'ensemble de ces particularités suggère donc qu'il y a des choix discriminants, soit ceux du défunt, soit ceux de son entourage qui ont présidé à la conception de la sépulture afin d'exprimer des envies personnelles ou d'évoquer la personnalité de l'occupant. Je pense que le propriétaire de cette tombe est à l'origine de ces choix parce qu'ils sont marquants et concernent des éléments hautement symboliques. Ils visent à se différencier d'un modèle établi et aboutissent à la réalisation d'un exemple unique en rupture avec un ensemble cohérent. Le plan circulaire de la pagode funéraire et le plan octogonal du hall de cérémonie frappent immédiatement le regard du visiteur, qui découvre ensuite une profusion de Kalavinka à motifs de décoration absents du reste du cimetière, et remarque également éventuellement l'absence d'inscription chinoise sur les stèles, à la différence des autres tombes. Alors, les premiers choix qui sont architecturaux peuvent incarner une préférence esthétique ou d'ordre métaphysique. Cela reste difficile à prouver. Le deuxième est d'ordre religieux. Il manifeste la croyance et les aspirations du défunt. Le troisième nous semble procéder d'une revendication politique. Alors, l'usage exclusif de l'écriture sicya symboliserait une volonté de rupture avec l'influence chinoise, une tentative d'affirmation identitaire dynastique pleinement autonome. Ainsi, à travers la tombe numéro 3 se dessine la personnalité d'un occupant aux intuitions esthétiques précises, qui les met en œuvre pour satisfaire ses aspirations, religieuses ou artistiques d'ailleurs, un occupant attaché aux traditions tangoutes, mais qui n'hésite pas à innover ou rechercher l'originalité, et puis enfin, un occupant qui est fier d'être un tangout, suffisamment convaincu de la puissance et de la pérennité de son peuple, de son empire, de sa place légitime dans le paysage géopolitique, pour rompre carrément avec l'écriture impériale par excellence, qui est celle des Chinois. Lorsque donc des conceptions religieuses faisant intervenir un au-delà sont présentes, la tombe ne saurait en effet se réduire à une dernière demeure. Et c'est en particulier le cas du bouddhisme d'Amitabha, où il est question d'une renaissance dans un monde merveilleux. Donc, pour revenir une dernière fois à la tombe numéro 3, toutes ces toitures décorées de Kalavinka avaient peut-être pour fonction ultime de représenter, en fait, ici-bas, aux yeux du défunt, de ses survivants, le monde merveilleux auquel il souhaiterait accéder après sa mort. Quoi qu'il en soit, donc, cela remet en question l'opinion selon laquelle l'architecture funéraire des Sicya imitait celle des Song. Non seulement les Song et les Tangout se sont inspirés des Tang, mais les Sicya ont bénéficié d'autres influences et choix, personnels ou pas, qui les ont conduits à concevoir un style unique d'architecture funéraire. Le fait que les Sicya se soient inspirés des Khitans pour, par exemple, utiliser le motif octogonal dans un contexte funéraire, ou que les peuples aient eu recours simultanément, peut-être à la même innovation, illustre assez parfaitement l'imbrication et la complexité des dynamiques interculturelles en Asie intérieure. Maintenant, nous allons regarder un petit peu rapidement la collection de Karakoto. Alors, c'était un peuple nomade à l'origine, les Tangout, mais il leur a fallu 6 siècles pour développer une vie sédentaire, apprendre l'agriculture et le commerce,
et créer donc un empire. L'écriture tangoute n'a été créée que très peu avant la naissance de l'empire, mais de manière surprenante, malgré la rareté des vestiges archéologiques de Tangout, les œuvres d'art qui ont été découvertes témoignent d'une grande variété de formats, de styles et de contenus, alors qu'il aurait été naturel de supposer que la Chine, puissance dominante de la région, jouait un rôle déterminant dans les arts du jeune empire barbare. Alors, en 1909, Kozlov a dirigé donc une expédition russe pour explorer les ruines de Karakoto, un avant-poste tangoute dans l'actuelle Mongolie intérieure. Donc, Karakoto est situé ici et il y a donc une forteresse située à cet endroit. Sous un stupa situé à l'extérieur de la ville, les explorateurs font une découverte majeure. Plusieurs milliers de documents, de peintures, de sculptures et d'artefacts datant de l'Empire Scythia ont été mis au jour. Les œuvres de la collection Karakoto donnent des indications évidemment extrêmement précieuses sur les aspirations culturelles et la quête esthétique des Tangoutes. Les peintures bouddhiques constituent le noyau de cette collection, mais on y trouve également des objets non bouddhiques, par exemple des portraits de fonctionnaires et même un portrait d'empereur. Alors, les traditions chinoises, tibétaines et d'Asie centrale sont représentées dans la collection de Karakoto. Il est donc intéressant de choisir des représentations de la même divinité bouddhiste, Amitabha, dans des styles différents pour montrer la complexité de la production artistique au sein de l'Empire Tangoute, d'autant plus que le bouddhisme de la terre pure était l'une des formes dominantes du bouddhisme tangoute avec le tantrisme. Donc, je vais vous montrer des œuvres représentant surtout Amitabha. Alors, certaines œuvres s'inspirent très clairement de la tradition de la technique chinoise de la peinture sur soie. Elles sont caractérisées par des fonds vides, des espaces vides, un travail de pinceau fin sur les lignes, les contours. Ce tableau qui est intitulé Amitabha apparaissant devant des adorateurs s'inscrit tout à fait dans la tradition chinoise. Il y a une exécution subtile, impeccable d'ailleurs, qui se compare très favorablement aux meilleures peintures Song de l'époque. Et les motifs décoratifs des vêtements du Bouddha, tels que les fleurs de pivoine, le dragon, le phénix, etc., décrivent directement des styles chinois purs. Cependant, cette œuvre, et malgré des similitudes stylistiques évidentes, ne peut être confondue avec une peinture chinoise. Parce que, en bas à gauche, dans le coin, on voit donc des donateurs, un couple de donateurs qui sont complètement tangoutes. L'homme, par exemple, a une coiffure spécifique, celle qui a été imposée par Yuan Hao, par exemple, à la population avant la création de son empire. La femme porte un chignon haut richement décoré qui est similaire à celui d'autres figures de donatrices tangoutes qu'on a retrouvées dans la collection de Karakoto. Il est donc tout à fait clair que cette peinture a été commandée par des tangoutes. Elle aurait pu être exécutée par un peintre chinois en Chine, mais c'est peu probable compte tenu des distances, vous avez vu où est Karakoto, et de la durée du voyage. Il s'agit donc très probablement de l'œuvre d'un peintre chinois vivant en territoire tangoute ou bien d'un artiste tangoute formé par un maître chinois pour peindre dans le style chinois. Le style tibétain de la collection de Karakoto s'exprime à travers les tankas. Alors, ceux-ci sont souvent caractérisés par une composition symétrique exécutée sur un seul plan. Les fonds sont généralement constitués d'un sol uni de couleur bleue ou verte décoré de fleurs. Cependant, dans certains tankas et gravures, il y a des montagnes qui sont peintes en arrière-plan, en rouge, jaune, bleu ou vert, dans des formes géométriques stylisées, comme l'illustre ce fragment d'un tanka appelé Amitabha dans un paysage de montagne. Oldenburg, l'orientaliste russe, trouvait que ce Bouddha était de manière indienne, je cite. Et en effet, comme l'a observé Marilyn Rie, ce style particulier de montagne apparaît en général dans la sculpture indienne au IIe siècle et plus tard dans les manuscrits de l'Inde et du Népal. Il est donc assez curieux qu'on ne le trouve pas dans les peintures des oasis d'Asie centrale ni à Dunhuang. Bien que cela puisse signifier que ce tanka a été importé d'Inde, il semble plutôt que la tradition ait été transmise du Népal et de l'Inde au Tibet, puis du Tibet à Karakoto, puisqu'il existe d'autres occurrences de ce style. En fait,
La quantité considérable d'œuvres de style tibétain dans la collection de Karakoto suggère fortement la présence sur le territoire tangout de nombreux artistes qui maîtrisaient ces techniques. De plus, un fragment d'un autre tanka appelé Illustration au Sutra de la Lumière dorée appartient à ce style et porte des inscriptions en chinois, en tibétain et en tangout. J'ai essayé de grossir au maximum pour vous montrer donc les différentes écritures. Il est donc fort probable que ce tanka ait été commandé par des tangouts et non acquis auprès des marchands, ce qui suggère qu'il a été exécuté à l'intérieur du territoire tangout pour les mêmes raisons que les peintures de style chinois. Je voudrais en outre souligner et tenter d'interpréter la coexistence des inscriptions en chinois, en tibétain et en tangout dans ce fragment particulier. Pourquoi le commanditaire aurait-il insisté pour avoir une telle combinaison linguistique? Au cimetière impérial Xixia, les inscriptions étaient en chinois, en tangout ou dans les deux langues, mais même si les tangouts ont décidé de créer leur propre écriture, le chinois a été régulièrement utilisé. Par ailleurs, il ne reste pas beaucoup d'exemples de documents en tibétain ancien de la culture écrite tibétaine du XIe et XIIe siècle. Il est donc très intéressant qu'un nombre important de ces textes ait été découverts à Karakoto. 5 manuscrits tibétains ont été trouvés sous le stupa de Kozlov. Donc, on a trouvé des objets tangout, un fragment de texte bilingue en tibétain et en tangout. D'autres fragments tibétains ont également été trouvés ailleurs, à Karakoto, parfois bilingues. Les fragments les plus anciens remontent au XIe siècle, juste avant ou après la fondation de l'Empire scythien. Ils conservent des caractéristiques paléographiques en vieux tibétain, similaires aux textes des 9e et 10e siècles. Alors, l'accumulation des textes tibétains pourrait s'expliquer par le fort contexte religieux des découvertes de Karakoto, outre l'usage traditionnel des caractères chinois. L'utilisation des caractères Xixia exprimait l'affiliation du commanditaire à l'empire Xixia, tandis que l'écriture tibétaine soulignait sa foi dans le bouddhisme tibétain. La présence dans le à Karakoto de documents et d'œuvres d'art tibétain réalisées dans le style tibétain fournit la preuve de liens culturels étroits entre le Tibet et l'empire Xixia. Mais ceci conduit également à une autre hypothèse. Le commanditaire pourrait être un tangout d'origine tibétaine. Outre l'utilisation traditionnelle et neutre des caractères chinois, il aurait recours au caractère tangout pour montrer son allégeance à l'Empire, tout en utilisant l'écriture de ses ancêtres, surtout dans un contexte aussi religieux. Quoi qu'il en soit, une fois encore, ce qui frappe ici, c'est la juxtaposition de multiples couches culturelles au sein d'un artefact unique. Au-delà de la juxtaposition, certaines peintures de Karakoto intègrent de manière idiosyncratique des caractéristiques sino-tibétaines pour donner naissance à un véritable style Xixia, comme cette peinture, par exemple, intitulée Terre pure d'Amitabha. Les 8 Bouddhas du haut du tableau, ainsi que la composition générale, sont de type style tibétain. Ces petits Bouddhas sont représentés sur un fond uni de couleur rouge. Au contraire, Amitabha, qui est au centre, personnage principal, ainsi que les 2 grands bodhisattvas qui l'entourent, ont des traits de style chinois dessinés avec des lignes délicates. Leurs auréoles sont peintes dans des tons pastels privilégiés par la tradition chinoise. Et enfin, les 2 moines du bas, qui sont assis de chaque côté, sont peints dans le style chinois avec le même effort pour affiner leurs traits. En revanche, la paroi rocheuse qui se situe derrière eux à l'arrière-plan est typiquement tibétaine. C'est donc ici, voilà, derrière le dos des moines. Donc ces éléments plutôt disparates réunis dans un même tableau sont assez déstabilisants. Mais le tableau ne donne pas tellement une impression de maladresse, ni de défaillance esthétique d'ailleurs. Au contraire, l'ensemble est plutôt harmonieux et agréable à regarder. Alors, on dirait que les influences chinoises et tibétaines ont été absorbées dans un modèle esthétique singulier, favorisant l'émergence d'un style qu'on peut appeler tangout, non seulement défini par ces influences, mais aussi par la capacité à les fusionner en un style nouveau, irréductible à ses racines chinoises et tibétaines. Au cours de leur existence, donc, les tangouts ont été entourés de nombreux voisins qui étaient tous des royaumes culturellement riches, que ce soit les Ouïghours, les Chinois, les Tibétains, les Khitans ou les Yurchen.
La Chine, donc principale puissance politique, économique et artistique de la région, représentait assurément un phare qui inspirait le peuple d'Asie intérieure. C'est pourquoi ils ont tous lutté pour créer des États indépendants qui égaleraient, voire même conquéreraient l'Empire chinois, ou du moins lui tiendraient tête. Pour atteindre cet objectif, ils sont tous passés par une certaine forme de sinisation, qu'elle soit volontaire et acceptée chez les Khitans ou douce et contrôlée chez les Tangoutes. Comme le suggèrent les chroniques chinoises, l'emprunt de modèles administratifs et de structures de pouvoir à la Chine était peut-être une nécessité lors de la création d'un nouvel empire, mais essayer de comprendre les productions culturelles des Scythiens nécessite une perspective plus raffinée, à mon avis. La rareté des sources écrites et matérielles peut parfois nous empêcher de répondre de manière approfondie à certaines questions, mais le questionnement et la comparaison des artefacts mettent toujours en évidence la complexité des interactions culturelles en Asie intérieure. Non seulement cela remet en cause des idées fausses et simplistes, comme celle qui veut que les Tangoutes soient de simples imitateurs des Chinois, mais cela permet aussi de formuler des hypothèses sur les processus interculturels. Par exemple, en analysant l'art funéraire scythien et les peintures de Karakoto, j'ai essayé de montrer en tout cas comment les Tangoutes étaient désireux d'absorber des influences d'origine diverses, ouvrant ainsi la voie à des élaborations idiosyncratiques. Cependant, notre analyse suggère également que ces sources ne doivent pas simplement être considérées comme endogènes. La Chine a été influencée de manière significative également par le Tibet et l'Inde à travers la diffusion du bouddhisme et de l'art bouddhique. Les Tibétains ont été influencés de manière similaire par l'Inde et le Népal, comme les Khitans ou les Tangoutes ont été influencés par la Chine, l'Inde, le Tibet, et peut-être les uns par les autres. Dans un contexte aussi intégré et fluide, le recours à la micro-analyse, comme on vient de tenter de faire, en examinant l'architecture funéraire ou les styles picturaux, pourrait être le meilleur moyen d'étudier ces influences multicouches, réciproques et transversales, en montrant comment les peuples d'Asie intérieure se sont constamment empruntés les uns aux autres, finalement, pour se réinventer dans un écosystème culturel qui est en constante évolution. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre écoute. Je vais peut-être arrêter le partage.